à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui décrypte pour vous les sujets qui vous concernent, qui vous préoccupent. Et nous parlons ce mois-ci d'un thème qui fait partie de la vie, celui d'accompagner un ou une proche qui justement arrive à la fin de sa vie, une étape forcément douloureuse que chacun vit et appréhende à sa manière. Reste qu'anticiper cette fin de vie, s'assurer que les dernières volontés sont bien respectées, protéger ses proches, sont des sujets qui peuvent être discutés en amont. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui avec nos invités. Docteur Adrien Evin, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes médecin, maître de conférence au service de soins palliatifs au CHU de Nantes. Et en face de vous, maître Isabelle Guichou, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Loire-Atlantique. Alors avant de vous entendre tous les deux, je vous propose d'écouter ce que des personnes que nous avons rencontrées dans la rue pensent de ce sujet de l'accompagnement d'un proche en fin de vie. Ça donnera le ton pour notre émission. J'ai accompagné plusieurs personnes vers la fin de vie, donc forcément ça fait écho pour moi. C'est un sujet plutôt tabou et moins on en parle et moins il me soucie. C'est un sujet qui pour moi n'est absolument pas tabou. Ça c'est important, donc il faut en parler. Il faut en parler et il faut en parler pour les autres, il faut en parler pour soi. Très inquiète, peur, on ne sait pas ce qu'il y a après, donc voilà. Donc très inquiète, c'est sûr. C'est vrai que personnellement, j'y pense pas très souvent. C'est pas une peur que je vais avoir au quotidien, mais c'est une réflexion qui peut se porter, et surtout quand on en entend parler de par des proches ou de la famille. Dernièrement, mon gendre, même pas 50 ans, qui est décédé. Alors voilà, c'était très très dur. Bon, on essaie de faire face pour les petits-enfants, pour notre fille, mais bon, c'est pas facile. C'est vrai que c'est quand même mieux d'en parler. Après, je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille évoquer forcément à 20 ans, ce genre de choses. Évidemment, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que personnellement, je préférerais qu'on me l'indique, qu'on me le dise, pour avoir vraiment l'impression de respecter jusqu'au bout la personne et sa parole, quoi. Non, j'anticipe pas trop, mais je profite actuellement des bons côtés, et puis voilà. Voilà, important de profiter de la vie. Mais on voit bien que ce sujet, en tout cas, il est assez clivant. Il peut être perçu de manière très différente. Il y a ce mot de tabou qui est ressorti. Justement, Isabelle Guichou, peut-être pour démarrer, est-ce que spontanément, on vient pousser la porte d'un notaire pour parler de ce sujet, ou est-ce que c'est à l'occasion de certaines configurations qu'on vient vous consulter ? On est plutôt sollicité soit par des personnes qui avancent en âge et qui veulent faciliter la suite pour les personnes qui resteront après elles. Aussi pour des personnes beaucoup plus jeunes, mais qui malheureusement viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle, qu'elles souffrent d'une maladie dont l'issue sera fatale et qui veulent elles aussi pouvoir s'organiser. Et puis parfois, lorsqu'on a subi une perte dans son entourage, dans sa famille, ça fait réfléchir et ça amène aussi à s'interroger, à se demander ce qui va se passer pour soi ou comment on peut faciliter les choses. Justement, quels sont un peu les questionnements un peu récurrents qu'on vous pose sur ce sujet ? Qu'est-ce qui arrive en premier lieu en tête ? Alors souvent, la première question, c'est si je pars demain, qui seront mes héritiers ? Et donc, on explique ce que prévoit la loi, puisque la loi, par défaut, prévoit de toute façon une transmission. Et puis, si les personnes ne sont pas satisfaites, on pourra peut-être organiser d'autres choses. Et on a aussi des questions très pratiques sur est-ce que je peux organiser mes obsèques ? Est-ce que mes enfants ou la personne qui vit avec moi aura toujours accès à ma maison ? Est-ce que mes comptes bancaires seront bloqués ? Ou est-ce que, typiquement, mon conjoint pourra toujours accéder à mes économies pour pouvoir vivre au quotidien ? On a des interrogations qui sont assez vastes. Alors, vous y êtes confronté quotidiennement à cette fin de vie dans ce service de soins palliatifs du CHU de Nantes. Somme toute, il existe beaucoup d'idées reçues en fait, sur ce type de service, lesquelles peut-être vous auriez envie de déconstruire en premier ? Alors, la première et celle qu'on a le plus souvent, c'est que quand les gens rentrent dans un service de soins palliatifs, ils pensent qu'ils ne pourront jamais en ressortir vivants, ce qui n'est pas le cas. Les services de soins palliatifs ne sont pas que des mouroirs comme l'entend la population générale. Et par exemple, pour le service de Nantes, on est environ à 40% des patients qui sortent vivants et qui vont potentiellement retourner chez eux après ou dans un autre établissement de soins.
Oui, donc ça c'est un premier idée reçue. Une première idée reçue qui est importante. L'autre chose, les gens se disent de temps en temps, une partie de la population, le jour où je risque de décéder, où j'irai moins bien, je veux mourir en soins palliatifs. En ayant un idéal, comme quoi les soins palliatifs permettraient une belle mort. Soulager une douleur. Soulager une douleur et que pour bien mourir, il faut mourir en soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs. Ce n'est pas comme ça qu'a organisé la France et aucun pays d'ailleurs. Les unités de soins palliatifs, c'est vraiment pour des situations qui ont une complexité médicale ou médico-sociale qui fait que cette situation de ce patient ou de ce patient et de son entourage ne peuvent pas être pris en charge autrement que dans une unité très spécialisée sur les symptômes en lien avec une maladie grave et incurable. Oui, parce que finalement, finir sa vie en proximité, comme vous dites, c'est-à-dire soit chez soi, soit dans un EHPAD, soit dans sa maison de retraite, finalement, c'est l'idéal. C'est ce qui nous semble idéal par rapport à notre lien social. C'est que généralement, les proches avec lesquels on interagit le plus souvent sont proche de nous aussi physiquement, et que si on est à 1h30 de route de l'unité de soins palliatifs, et du coup on devient isolé. Or dans cette période-là, il nous semble que la majorité des personnes veulent être le plus proche de leurs proches et être dans un lieu qui leur ressemble. Voilà. Alors ce service de soins palliatifs qui est très humain, on a eu la chance de pouvoir en pousser la porte grâce à vous, à vos équipes, docteur Évin. On a donc réalisé ce reportage sur une matinée de comment ça se passe à l'unité de soins palliatifs du CHU de Nantes, un reportage signé Émilien Bernard. C'est un endroit singulier dans l'hôpital, avec décoration, chambre individuelle et visite libre à toute heure pour les familles. Dans le service de soins palliatifs sont accueillis des patients à haut niveau de complexité de quelques jours à quelques semaines. L'équipe pluridisciplinaire est tout entière dédiée à leur bien-être, avec des attentions personnalisées pour chacun. Plateau repas dans de vraies assiettes, soins esthétiques, balnéo ou encore massage. Bonjour. Ce que je vous propose du coup, c'est que je vais vous faire une petite séance donc, du toucher massage au niveau de votre dos, au niveau des lombaires, pour pouvoir vous apporter un petit peu de détente et essayer de lâcher un peu prise. Ça vous va? Très bien. Ouais, comme hier, du coup, on fait la même chose. Allez, je mets le lit sur votre dos. La prise en charge psychologique est également renforcée pour des patients confrontés à l'angoisse du temps qu'il reste. Bonjour monsieur. C'est propre à chacun finalement. Parfois certains n'ont pas d'angoisse et finalement ils ne sont pas tant en demande d'entretien ou d'accompagnement psychologique, tandis que d'autres peuvent être bien sûr en demande avec parfois des angoisses de mort, de comment ça se passe liées à beaucoup d'incertitudes, parfois pareil des angoisses en lien avec la douleur ou en lien avec quitter ses proches, sur comment ça va se passer pour la suite. Et pour soulager l'incertitude, il faut parfois répondre à des questions très concrètes, comme avec ce patient qui souhaite une hospitalisation à domicile. On a commencé à évoquer un petit peu votre sortie du service. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez convenu du coup comme organisation? Prenez votre temps, prenez votre temps. Un suivi précis à domicile, ouais. Qui vous avez dans votre entourage? Vous avez vos enfants viennent un petit peu, vos filles? Elles viennent souvent. Elles viennent souvent. D'accord. C'est rassurant ça pour vous. Ouais. D'accord. Les familles sont ainsi étroitement associées à cette autre facette de l'accompagnement social, matériel ou administratif. On prend du temps aussi pour les recevoir systématiquement en dehors de la chambre pour leur donner un espace de parole aussi qui ne soit pas toujours avec le malade. On est confronté à plein de questions différentes qui vont de l'organisation de la garde d'enfants, le retour à la maison, l'organisation après le décès, l'organisation des obsèques. C'est vraiment très très large et on accompagne les gens sur tous ces aspects-là. Un accompagnement qui mobilise 5 médecins, 2 psychologues, une équipe étoffée d'infirmières, aides-soignants, kinés ou assistantes sociales pour prendre en charge jusqu'à 12 patients. Voilà, une équipe qui soigne, on l'a compris, qui prend soin, qui conseille aussi. Il y a beaucoup d'humanité dans un service comme le vôtre, docteur Évin. Tout à fait. C'est une période potentiellement
inédite dans la vie d'un patient, celle d'être hospitalisé dans un moment critique de sa maladie. Et ce qui nous semble important dans cette prise en soin, c'est de croiser les regards des différents professionnels. On a vu l'assistante sociale, le psychologue, différents médecins, des aides-soignants qui ont des appétences particulières aussi pour des soins variés. On a une socio-esthéticienne, on a Audrey, l'aide-soignante que vous avez vu, qui fait du toucher-massage, afin de pouvoir répondre à des besoins très variés des patients et pouvoir faire une prise en charge la plus globale possible. Des patients, mais de leur famille aussi. On n'en a pas vu là dans le reportage parce qu'on sait que c'est pas facile de faire parler possiblement des proches dans ces moments difficiles, mais eux, il ne faut pas les oublier non plus en fait. Ils font partie de la prise en charge du patient. On considère tout simplement que quand on prend en soin le proche, le patient pourra aussi potentiellement mieux aller. Donc c'est un tout. Après, chacun va aller à des vitesses différentes par rapport à la maladie, à l'acceptation de ce qui est en train de se passer. Et donc là aussi, c'est suivre le timing de chacun et pas vouloir imposer celui du proche ou du patient à l'un ou à l'autre. On n'a pas vu de famille dans ce reportage, on n'a pas vu non plus de notaire, mais ça vous arrive, vous notaire, de vous rendre dans ce type de service, Isabelle Guichou, et pour y faire quoi finalement? Alors absolument, on est parfois amené à se rendre à l'hôpital pour accompagner nos clients et leur permettre de signer, sans être obligé de se déplacer, de venir jusqu'à nous, des testaments, contrats de mariage ou pour des personnes dont la maladie va se poursuivre et peut-être amener à une maladie dégénérative qui va pouvoir durer encore quelques mois, parfois des mandats de protection future. Voilà, il y a plusieurs types d'actes qu'on peut aller signer soit au domicile du client, soit à l'hôpital, lorsqu'il peut y avoir un degré d'urgence ou que le client a besoin d'être rassuré, qu'on ne sait pas sous quel délai il pourra rentrer chez lui. Justement, la clé, souvent dans ces émissions, on le dit, c'est l'anticipation, c'est finalement de prévoir avant d'arriver dans des situations effectivement d'urgence. Vous avez évoqué le mandat de protection future, ça c'est vraiment un outil qui est intéressant. C'est quoi le principe? Est-ce qu'on peut le rappeler, Isabelle Guichou? Alors le mandat de protection future, c'est une sorte de contrat par lequel, alors qu'on est en pleine possession de ses facultés, on prévoit que si ces facultés justement viennent à disparaître, si la situation de santé se dégrade et qu'un jour on n'est plus en capacité d'exprimer ses décisions, on décide de confier la gestion de ses affaires à telle personne. Donc c'est une sorte de tutelle, mais contractuelle. Et au lieu d'attendre la décision du tribunal qui déciderait hors contexte choisi par la personne en difficulté, qui va s'occuper de gérer les comptes bancaires, de gérer la maison, la maison, percevoir les revenus, payer les factures, vraiment le quotidien. Eh bien, on peut décider soi-même que si un jour on ne va plus bien, ce sera telle personne choisie qui le fera. C'est ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est ça Alors, le tiers de confiance, c'est vraiment une notion très générale. Là, le terme juridique, c'est le mandataire. Tiers de confiance, ça peut aussi être la personne qui déclare les impôts à votre place. Si vous demandez à votre expert comptable de le faire, voilà, c'est vraiment beaucoup plus il y a beaucoup de confusion autour de ce terme, c'est pour ça que c'était important mais de le... On choisit, bien sûr, une personne à qui l'on fait confiance, qui va représenter nos intérêts si on est dans la capacité de le faire, puisque ce mandat, dans un premier temps, il reste lettre morte et il ne rentrera en action que si un médecin constate qu'on n'est plus en capacité d'exercer ses facultés et de prendre les décisions soi-même, bien sûr. Donc sur avis du corps médical, on comprend. Je voulais qu'on revienne sur cette notion de tiers de confiance. On parlait du fait qu'il y ait beaucoup de confusion. On pense qu'aussi, du point de vue médical, on peut désigner cette fois une personne de confiance, c'est ça? Donc ça n'a rien à voir avec le tiers de confiance. Ouais. Puis on peut même dire que le tiers de confiance, c'est peut-être une expression un peu à oublier. La personne de confiance, donc c'est vraiment un terme là légal, inscrit dans la loi et réinscrit en 2016, et qui a pour but d'être le porte-parole du patient le jour où il ne peut plus exprimer par lui-même sa parole, son avis. Et donc ça, c'est un document qui nécessite la signature du patient quand il est en capacité encore de le faire, et de la personne de confiance
tout simplement parce que c'est difficile d'être personne de confiance si on n'est pas au courant qu'on l'est. Ouais. Et puis ça veut comme ça peut être un peu compliqué. Et puis c'est surtout que ça veut dire qu'on n'a peut-être pas échangé sur ces questions des valeurs du patient sur sa fin de vie si on n'était pas au courant qu'on était personne de confiance. Ouais, une personne de confiance, ça se décide dans le cadre de ce qu'on appelle les directives anticipées. Est-ce que c'est différent. C'est différent. Dans la loi, ce qui est extrêmement mis en valeur, c'est les directives anticipées. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut pour sa fin de vie. C'est un document écrit qui va mettre en avant nos valeurs en tant que patient et qu'est-ce qui nous paraîtrait de l'ordre de l'obstination déraisonnable vue de la part du patient, dans le sens où, par exemple, si jamais je ne suis plus capable d'exprimer mes volontés, que je n'arrive plus à manger par moi-même, est-ce que ça me paraît déraisonnable d'être alimenté artificiellement ? Ça, chacun va avoir son propre avis. Et dans ce cadre-là, on doit noter dans ces directives anticipées, si on ne veut pas bénéficier d'une alimentation artificielle, que c'est contraire à mes valeurs que d'être maintenu artificiellement en vie par une alimentation si je ne peux pas exprimer mes volontés. Où est-ce qu'on les exprime, ces directives anticipées ? On fait un document qu'on va dater, signer, et après, on va le mettre sur notre espace santé. On va le donner à son médecin traitant, à l'ensemble des soignants qui nous suivent. On peut en déposer chez le notaire, mais c'est sûr que le notaire, n'étant pas soignant, on va pas, il ne va pas prendre acte, entre guillemets, de ça. Donc, le notaire peut en avoir un exemplaire, mais ce qui compte, c'est surtout les soignants doivent en avoir un exemplaire. Parce que c'est eux qui vont adapter les soins en fonction de vos volontés que vous avez fait part. Donc on peut le déposer à son médecin traitant, au personnel de l'unité de soins palliatifs si on est hospitalisé. Et puis vous avez votre espace santé dématérialisé, qui est vraiment l'espace qu'on a l'obligation d'aller ouvrir en tant que soignant et dont il y a un onglet directive anticipée et personnes de confiance. C'est quoi le droit des personnes en fin de vie ? On n'est pas toujours sûr. Là, vous parliez d'arrêter d'être alimenté artificiellement. Est-ce que ça, c'est légal ? Comment ? La dernière loi date de 2016. Elle a été écrite par Claes et Leonetti. Elle a notamment réacté les directives anticipées à la personne de confiance. Elle a rendu, pour simplifier, quasi obligatoire le fait qu'on respecte les directives anticipées du patient. On peut passer outre, mais c'est des cas un peu spécifiques. Et puis, elle a rappelé que l'hydratation artificielle et l'alimentation artificielle étaient des traitements et que dans ce cadre-là, ça pouvait être de l'obstination déraisonnable. Ça a fait beaucoup débat parce que pour certains, ils disaient que boire et manger, c'est la vie et que du coup, ce n'est pas un traitement. Mais sauf que quand le patient ne peut pas le faire par lui-même, on peut considérer que c'est de l'ordre du traitement. Et puis, il y a eu un autre élément qui a été créé en 2016, c'est le droit à la sédation profonde et continue. Comme diraient certains législateurs, c'est le droit à dormir pour ne pas souffrir en attendant que la mort survienne. Il y a un cadre légal qui est très spécifique et ce droit il est réservé à des personnes qui ont une espérance de vie à très court terme, donc moins de 15 jours d'espérance de vie. Merci pour ce point. Je voudrais qu'on parle de protection parce que c'est un des sujets sur lequel vous êtes consultée, vous, dans vos études, Isabelle Guichou. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là ? On doit protéger qui, finalement ? On pense aux conjoints, à la conjointe, aux enfants, peut-être ? Beaucoup de personnes viennent effectivement avec ces questions-là. S'il m'arrive quelque chose, comment protéger mes enfants ? Comment protéger la personne qui partage ma vie ? Et donc, les enfants, d'office, sont héritiers de par la loi. Donc, il n'y a pas forcément nécessité de faire un document précis pour transmettre son patrimoine au moment de son décès à ses enfants. Par contre, on peut mettre en place des choses pour protéger notamment les enfants mineurs et on peut accompagner les personnes qui viennent nous rencontrer pour assurer que la gestion du patrimoine qui leur sera transmis soit assurée par telle personne qui aura peut-être plus les capacités que le deuxième parent, parce que parfois le patrimoine peut être un peu complexe, ou même s'il ne l'est pas, des situations où les parents sont séparés et n'ont pas forcément confiance dans l'autre parent. Si on est le seul parent, on peut, par un testament, donner des indications pour que la tutelle de l'enfant qui resterait orphelin soit confiée à telle personne. Alors là aussi, évidemment, en prévenant la personne
personnes concernées, hein, puisque c'est évidemment une mission extrêmement lourde. Il faut que cette mission soit acceptée. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place pour la protection des enfants, même si ce n'est pas lié au patrimoine. Ou indirectement au patrimoine. Et puis la question, évidemment, qui se pose souvent, c'est celle de la protection de la personne qui partage la vie de notre conjointe. Et vous disiez, le mariage, c'est finalement le meilleur outil qu'on ait à sa disposition. En tout cas, c'est un des outils qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et alors, on entend souvent... alors moi, je pensais que c'était que pour les films, mais la notion de mariage in extremis, ça existe réellement. Oui, bien sûr. Les officiers d'état civil peuvent tout à fait se déplacer à l'hôpital. Sur tout lieu, 24 heures sur 24, dans le cadre d'un mariage in extremis. D'accord. Vous en rencontrez souvent Ça va dépendre des périodes, mais c'est quelque chose qui arrive de manière assez régulière, surtout chez les patients jeunes qui ont des enfants, pour protéger au mieux l'ensemble de l'entourage. Et la seule condition, c'est un certificat médical précisant qu'il y a un péril imminent, ce qui va permettre de sortir les registres de la mairie et que l'état civil se déplace au chevet du patient. On est presque au terme de notre émission. Alors avant de conclure nos échanges, je voudrais qu'on accueille Anne-Sophie Louis pour notre chronique Actu de ce mois d'octobre. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Aurélie. Alors on va commencer par parler du diagnostic de performance énergétique qui est renforcé. C'est ça, la réglementation aujourd'hui pour le diagnostic de performance énergétique est renforcée puisque les diagnostiqueurs désormais ne peuvent pas effectuer plus de 1000 DPE par an. À défaut, ils encourent une sanction et une suspension du coup de leur certification, donc sauf justification valable, et cela pour éviter les fraudes et notamment s'assurer qu'il y a bien eu un déplacement sur place pour effectuer le diagnostic. Bien entendu, les DPE collectifs ne sont pas pris en compte et ne rentrent pas dans le cadre de ce quota. Nouvelle déclaration obligatoire des revenus fonciers, il y a de la nouveauté donc. Il y a de la nouveauté, si vous êtes propriétaire bailleur à compter de 2026, il faudra obligatoirement déclarer vos loyers sur votre espace Gérer mes biens immobiliers sur impôts.gouv.fr, puisque cette déclaration qui auparavant était facultative va permettre aujourd'hui de mettre à jour les valeurs locatives qui servent notamment au calcul des impôts locaux comme la taxe foncière. Des nouveautés aussi du côté de la procédure pour les loyers impayés. C'est ça. Depuis le 1er juillet 2025, donc de cette année, eh bien, désormais, il va être un petit peu plus facile de pouvoir recouvrer les loyers impayés lorsqu'on a un locataire qui est défaillant. Un propriétaire bailleur va pouvoir simplement mandater un commissaire de justice, donc le tribunal ne sera plus obligatoire. Il faudra bien évidemment un bail notarié pour que ça puisse avoir effet. Et dans ce cas-là, on pourra récupérer les loyers impayés directement sur saisie, sur salaire. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces informations et ces nouveautés législatives. On conclut cette émission rapidement avec vous, Maître Guichou, Docteur Évin. On a compris tout à l'heure que ce sujet de la transmission du patrimoine, il était quand même assez prégnant au moment de la fin de la vie. On parlait de testament tout à l'heure. Il y a quand même des précautions à prendre sur sa forme et notamment sur le fait de vouloir le faire soi-même sur un papier libre et sur un coin de table. Absolument. Donc, un testament fait sur un papier libre est valable, mais il présente le risque d'avoir des imprécisions dans la rédaction qui pourrait être contestée ou mal interprétée, et il risque d'être perdu s'il n'est pas remis à un notaire. Donc, le conseil, c'est vraiment de faire appel à un notaire à la fois pour un conseil sur la rédaction et pour le remettre physiquement le document. Et bien entendu, pour faire un testament, il faut être en capacité de le faire. Il faut être lucide, en fait, encore avoir ses facultés. Il faut être lucide. Pour l'écrire à la main, il faut avoir aussi ses facultés physiques. On ne peut pas aider une personne à écrire son testament. Et donc, si une personne est lucide, mais n'a plus la capacité d'écrire par elle-même, il ne faut pas hésiter, là aussi, à faire appel à son notaire, puisque 2 notaires peuvent prendre un testament sous la dictée de la personne qui serait diminuée physiquement et qui ne pourrait plus l'écrire par elle. Ce sujet de la fin de vie, il fait l'objet d'un projet de loi dont on connaît plus vraiment maintenant les contours, tant notre contexte politique national est changeant. Malgré tout, voilà, c'est des sujets qui sont des sujets de société, notamment ce qu'on appelle l'aide à mourir. Est-ce que, du point de vue aujourd'hui du personnel médical au sein d'unités de soins palliatifs comme le vôtre, il y a une attente forte d'une clarification, d'une nouvelle loi, peut-être pour vous aider dans vos pratiques quotidiennes?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément une attente de la part des soignants, mais par contre, on sent qu'il y a un questionnement de la société et des citoyens sur une potentielle ouverture d'un nouveau droit. Est-ce que c'est maintenant, plus tard? Ça sera aux politiques de le décider en fonction de ce que les citoyens avec lesquels ils échangent leur ont donné leur avis. Après, en tant que soignant, comme tout soignant, on suivra le droit et ça amènera à des questions personnelles et collectives qu'on devra mettre en place. Tout ça pour le patient et ses proches. Merci à vous, à tous les trois, donc pour avoir participé à cette émission autour de l'accompagnement de la fin de vie, un sujet, vous l'aviez compris, qui est un petit peu délicat, pas toujours simple à aborder. On vous remercie d'avoir suivi avec vous au quotidien. On se retrouve le mois prochain autour d'un nouveau thème. À bientôt.